Record historique sur le CAC 40, on va étudier pourquoi la macroéconomie nous envoie les marchés vers les sommets, et puis on étudiera 14 valeurs comme d'habitude sur cette émission. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors le programme d'aujourd'hui en macroéconomie, ce sera d'abord l'inflation américaine, et puis on en étudiera aussi sur la Chine, deux, trois éléments qui me paraissent très importants. On enchaînera avec les indices, on verra que le CAC 40 est à son plus haut historique, on verra qu'il y a un lien avec la macroéconomie, et puis on continuera cette émission avec 14 valeurs que j'ai étudiées pour vous, celles que vous m'avez demandé, vous n'hésitez pas à m'en redemander dans les commentaires. On terminera cette émission avec une annonce que j'ai à vous faire et qui vous permettra de découvrir un nouveau format de trading qui est tout à fait révolutionnaire et qui sera, à mon avis, très intéressant à étudier pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite pour la macroéconomie. Et puis si vous voulez suivre toutes mes aventures sur cette chaîne avec toutes les vidéos et être prévenu quand il le faut, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche afin que vous puissiez avoir la notification qui vous permettra d'avoir les vidéos en primeur. Allez, c'est parti pour la petite minute macroéconomique. Cette semaine, on a deux, trois éléments qui ont été importants. Le premier, et qui est certainement le plus conséquent, puis qui a eu un impact sur les marchés, c'était l'inflation américaine. Bon là globalement la désinflation est en route, donc l'inflation ralentit. Et on commence, comme je l'avais prévu d'ailleurs, on commence à avoir des phénomènes déflationnistes sur certaines parties, et notamment sur l'énergie, puisque le pétrole ayant fortement baissé encore en mars, les chiffres sortent négatifs sur la partie énergie. Donc on va regarder un petit peu, si vous voulez bien, la semaine, et puis je vais vous faire un petit truc sur des choses qui n'ont pas été vues par grand monde, mais moi je trouve qu'elles étaient importantes, et je vais vous faire une petite part sur quelque chose qui n'était pas que j'ai pas vu commenter beaucoup et qui me paraît assez importante. Allez, c'est parti. Donc déjà c'était une semaine un peu galvaudée, puisque dès lundi on n'avait pas démarré la semaine, on va dire. C'était le lundi de Pâques. Mardi c'est pareil, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est donc mercredi qu'on voit le gros de la semaine avec les IPC qui étaient à 14h30. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un consensus qui annonçait des chiffres et on est en dessous, vous le voyez ici. Voilà, donc on est en rouge, donc c'est inférieur à ce qu'on s'attendait. On s'attendait à une baisse puisqu'on était à 6 précédemment et on pensait tomber à 5,2 et puis on est finalement sur un rythme annuel à 5. Donc ça c'est plutôt bon parce que la conséquence directe c'est que la Fed va considérer que la baisse rapide plus rapide que prévu de l'inflation ne nécessitera pas de baisse de taux, de hausse de taux dans la prochaine réunion qui est, il y en a pas en avril, donc ce sera en mai. Voilà, donc c'est pour ça que les marchés sont plutôt haussiers et que le Nasdaq part à la hausse par rapport à ça. Et puis, je dirais que dans la semaine, on n'a pas eu grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Bon, il y a eu les IPC allemands qui étaient un peu stables, mais finalement sur l'année, ils sont aussi à la baisse. Donc en Europe, ça continue à baisser aussi. L'autre chiffre qui est à retenir, mais moi j'enregistre vendredi, ce matin de vendredi, donc du coup je les ai pas encore. S'il y a vraiment un gros écart sur ce chiffre-là, je vous ferai un update. Mais c'est les ventes au détail, voilà, donc c'est un peu la dynamique de commerce américain. Ils sont prévus négatifs, donc légèrement négatifs. Je suis pas convaincu qu'on les tienne, on sera peut-être un petit peu en dessous le consensus. Voilà, il faudra regarder comment le marché réagit, mais autant je le surveille, autant je m'attends pas à quelque chose d'extraordinairement différent de ce qui est prévu. Voilà. Je vais passer à un petit élément qui est passé assez inaperçu et qui me paraît assez important. Et ça s'est passé jeudi. Et je voudrais qu'on s'arrête sur les chiffres chinois. Les chinois de l'exportation, l'importation et de la balance commerciale. Enfin bon, globalement, quelle est l'activité chinoise? Et globalement, regardez bien, la balance commerciale chinoise est passée à 88 milliards, c'était prévu 39. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, c'est que c'est bien supérieur à ce qui était prévu. Et donc les importations prévues à -5 sont finalement à -1,4. Donc je pense que la baisse du pétrole est impactante sur le sujet. Et puis au niveau des exportations, un plus 14%, presque 15 au lieu d'un -7. Donc c'est extrêmement positif en Chine et ça a fortement redémarré. J'ai été assez étonné de ne pas avoir grand monde en parler. Je pense que si les marchés sont haussiers, c'est aussi parce que l'ouverture
réouverture de la Chine est très puissante et très rapide. Ça redémarre fort en Chine, et on le voit dans les chiffres là. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire au niveau macroéconomique. Conséquence des choses. Moi, j'ai entendu dire des gens, beaucoup de gens qui disaient, oui, la réouverture de la Chine, ça va faire monter les prix des pétroles. Oui, enfin, le prix du pétrole il a surtout augmenté parce que l'OPEP a décidé de diminuer sa production. Et puis j'ai le sentiment qu'il pourrait en mettre une couche. On verra bien dans les moments à venir. D'ailleurs, on peut regarder si vous voulez 2 secondes le prix du pétrole, puisque c'est quand même un moment important au niveau du pétrole. Je vais vous mettre un petit graphe tout de suite pour qu'on regarde ça. Donc voici le graphe du Brent, donc le pétrole de mer du Nord. C'est celui que je regarde particulièrement, et donc on est dans la situation suivante avec mon curseur, voilà. Donc on avait touché 70, hein, c'était un moment où je trouvais que c'était un niveau intéressant, puis on voit que ça avait été déjà touché il y a un certain temps, hein, c'était en 2021, en décembre 2021, et je trouvais que c'était une zone d'achat vraiment intéressante, et puis ça a été effectivement très réactif, et puis on a fait un gap suite à une news de week-end assez important sur l'ensemble des pétroles qui existent dans le monde, et on est venu toucher une résistance assez importante, mais sans être refoulé très rapidement. On sent que le pétrole ne veut pas baisser. Si on se met là, on était en hebdomadaire, si on se met en journalier, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, on avait vraiment le point bas ici, on a accéléré, et puis vous voyez ici l'accélération puis le gap qui a permis de travailler. Donc moi j'ai envie de dire, tant qu'on est au-dessus et qu'on ne bouge pas le gap, on est bullish, et on peut parfaitement aller casser cette résistance et aller plus haut. Voilà, donc ici on verra bien, mais pour l'instant je dirais que sur le pétrole c'est haussier, mais c'est pas dû à la Chine. Ainsi, si on fait la synthèse de tout ça, on a donc l'inflation qui baisse fortement aux États-Unis, on a la Chine qui redémarre fort, qui pour moi va aussi inonder de produits divers et variés le monde, ce qui manquait. Donc finalement, le phénomène inflationniste sur le pétrole peut être largement compensé par le fait que vous avez plus de produits dans les rayons entre guillemets, et donc peut-être une modération au niveau des prix. Donc c'est pour ça que quand on regarde l'inflation, et on va la décortiquer un peu plus, moi je reste dans l'idée que ça va encore un peu baisser. Je maintiens qu'on va pas retomber à zéro, hein, mais ça devrait encore baisser un petit peu. Voilà. Donc on va regarder, si vous voulez bien, un peu plus en détail les chiffres 1 de l'IPC, et ensuite ceux de l'IPP, et je vais expliquer ce que c'est. Voilà un tableau que vous connaissez un petit peu maintenant, que je vous ai déjà présenté. Ça c'est l'indice, donc c'est l'évolution de l'IPC, l'inflation du côté consommateur. Donc j'avais dit que je m'attendais à ce que l'énergie passe en déflation, et c'est ce qui vient de se passer. Alors c'était assez simple, hein, fallait juste regarder le prix du Brent et du WTI, et on voyait bien que ça baissait en mars et que ça allait fortement impacter cette partie de l'inflation. Et donc elle vient de passer en négatif. Le mois prochain, on peut déjà anticiper un peu. Je pense que ça repassera peut-être positif, j'ai un peu de mal à penser que ce sera négatif, parce que comme le pétrole a rebondi, évidemment, ça va avoir un impact sur l'inflation plutôt négatif. Je vous disais que j'attendais aussi sur les biens, la partie rouge, j'attendais aussi de passer en déflation. C'est pas le cas, ça a même remonté un petit peu. Je vois pas pourquoi ça remonterait fort, donc ça peut encore passer en déflation, mais en tout cas, les prix n'augmentent plus sur les biens. Ce qui reste compliqué, c'est la partie alimentaire, hein, ce qui est en jaune, qui baisse un petit peu aussi, mais c'est assez impactant. Et moi je suis désolé, mais je regarde juste la courbe en bleu, la hausse des prix des services qui est vraiment le problème. Et si vous regardez bien, alors je vais zoomer, mais ici, ça baisse. Donc ça y est, on a une inflexion, on a un retournement au niveau des services, ça commence à arrêter de gonfler. Donc ça devrait être plutôt un élément intéressant, puisque c'était vraiment ce qui provoquait l'inflation, hein. Vous voyez, c'est une grande partie de l'inflation était provoquée par la partie bleue, la partie des services. Donc on va
certainement arriver dans une nouvelle phase de la désinflation où je dirais le gros effet sur l'énergie, sur les biens, sur les biens, je dirais que c'est à peu près fait. Et puis la nourriture, ça commence à se calmer parce que finalement les prix, quand on regarde bien les indicateurs, les prix de matières premières agricoles sont en train de baisser. Et puis on a les services qui étaient vraiment la problématique et la peur, qui commencent à arriver sur un niveau qui n'accélère plus. Donc on verra si dans le futur ça se retourne, mais ça peut être annonciateur d'une désinflation beaucoup plus structurelle, et ça c'est très important, et c'est ce que regarde la Fed entre nous. Voilà. On va regarder, si vous voulez bien, les IPP. Alors les IPP, c'est l'autre partie de l'inflation, c'est l'inflation, mais du côté des producteurs. Là on était chez les consommateurs. Voilà, donc ici, pareil, on voit un phénomène de désinflation très fort, donc c'est pareil, c'est à la baisse. Je vous ai pas fait voir les chiffres, mais ils sont aussi à la baisse et plus fort que le consensus. Nous sommes à peu près dans la même situation finalement, quand on regarde bien. On a une baisse au niveau. Alors les couleurs sont un peu différentes, mais la construction étant en violet, on la voit à peine. Ensuite, c'est bien la partie service qui est importante et qui est en diminution. Et on voit surtout le rouge qui diminue, c'est la partie énergétique évidemment, qui elle, je pense, le mois prochain va encore impacter positivement parce qu'il y a un petit décalage entre sur la production, puis il y a des phénomènes de stock aussi, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que de tout ça, c'est que globalement, on a une inflation qui devient structurellement désinflationniste. Elle va aller se poser à un niveau et ça devrait faire arrêter la Fed dans sa politique de taux. Il faut savoir que le consensus pense toujours pour le mois de mai une hausse de 0,25 points de la part de la Fed. Allez, je mets une petite pièce qu'ils vont pas le faire. Mais c'est mon avis, c'est attention, je sais pas si j'ai raison, mais c'est en tout cas ce que je pense qu'il devrait faire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau macroéconomique, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter par rapport aux autres semaines. Je vous invite à aller voir les autres vidéos précédentes. Pour ça, je vais vous faire voir justement comment faire pour aller voir les vidéos dans la chaîne. Alors quand vous arrivez dans le menu, tout simplement vous allez dans les playlists, vous allez voir qu'il y a différentes rubriques, je vais en créer d'autres, et vous avez les hebdos de Ricardo, et tout simplement vous allez dans afficher la playlist complète, et vous avez l'ensemble des listes des vidéos que j'ai faites, et comme ça vous pouvez aller voir celles qui vous intéressent en fonction de la date. Donc celle d'il y a 6 jours, celle d'il y a 2 semaines, celle d'il y a 3 semaines. Voilà, donc celle dont je vous parle, c'est la dernière en date. Voilà, c'était une manière de vous faire voir comment on peut aller voir les autres vidéos que je fais sur cette chaîne. Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la partie analyse graphique, de telle manière à ce qu'on puisse analyser d'un côté les indices, et puis après, on fera vos actions que vous m'avez données cette semaine. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs, que ce soit les indices ou les actions, ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti, on va commencer par les indices et on commence tout d'abord avec le CAC 40. Alors, je fais un zoom pour voir la situation, on est à plus de 7500 points, on est au sommet historique du CAC 40. Et vous voyez que j'ai mis une résistance. Je vais vous expliquer ça très rapidement en dézoomant. On va regarder, on est sur du mensuel actuellement, sur des bougies mensuelles. Et si vous regardez bien sur très longue période, nous avons un couloir ici qui a été respecté en bas, en tout cas ici. Et j'ai pour habitude de mettre, de toujours chercher s'il n'y a pas des points d'impact qui peuvent se faire de manière, de la même manière, je dirais, au niveau d'un haut de marché. Et il se trouve que nous y sommes parfaitement. C'est à l'instant où nous sommes vendredi matin à 10h, et voici la situation où on en est. Alors, évidemment que c'est une hypothèse, vu ce qui se passe actuellement, je dirais dans le monde et sur les marchés, ce que je vous ai dit macroéconomiquement, j'ai un peu de mal à croire que nous sommes au sommet absolu du CAC 40, vu que, voilà, moi c'est ce que je dis, la Chine redémarre, et pour moi le plus grand indice boursier du monde sur la Chine, c'est le CAC 40, avec le luxe notamment, et les chiffres du luxe qui ont été stratosphériques encore sur LVMH cette semaine. Donc si vous voulez, bon voilà, je l'ai tracé, c'est rigolo de se voir au moment où elle touche ce niveau-là. C'est pas pour ça que ça va s'arrêter là, qu'on soit très clair.
On va se mettre en hebdomadaire, et en hebdomadaire, voilà, on a le niveau que je vous disais, hein, c'était quitté la semaine dernière juste en dessous, et maintenant on a accéléré. On devrait clôturer plus ou moins sur ces niveaux-là. Peut-être que ça continuera ce soir avec les États-Unis, mais ça m'étonnerait que ça fasse bouger grand-chose. En tout cas, voilà, on est bullish, ça monte, et même si on a toutes les peurs du monde, il faut savoir une chose, c'est que quand ça monte, eh bien, il faut être dans le marché, il faut accompagner, et je suis assez proche de vous dire que la semaine prochaine, puisque là on est sur la semaine, je pense qu'on ira plus haut et qu'on va dépasser cette petite résistance que je m'étais mise et que je suis pas convaincu qu'elle ait du sens vu le contexte économique actuellement. On aurait pu la considérer, si vous voulez, comme pertinente si ça n'avait pas rebondi aussi fort. Et comme ça rebondit fort, je pense que c'est foutu pour pour les shorteurs qui se sont encore fait découper. J'ai encore vu plein de gens shorter. Bon bah voilà, hein, ils se sont fait démonter. On shorte pas sur des marchés baissiers comme ça, des marchés haussiers comme ça. Voilà, on va passer, si vous voulez bien, au DAX immédiatement. Alors le DAX, lui, il fait pareil, il casse la résistance qu'on avait établie. Hein, donc tout le monde suit le mouvement. Je vais éliminer ceci, ça ne sert plus à rien. Le rebond est absolument magnifique. On est en hebdomadaire là. Hein. Je dirais que pour le DAX, on va avoir des résistances nouvelles qui vont arriver autour des 16 200. On peut peut-être déjà tracer la petite résistance qui pourrait se mettre en place. Ça va être dans cette zone-là à peu près. Donc on verra bien, mais là vous pouvez y aller, c'est quasiment sûr que nous allons nous retrouver dans ces niveaux-là. Il y a vraiment pas de raison que le marché se retourne pour l'instant. Alors ça peut se retourner, je dirais qu'il y a le fameux sell in May and go away dont vous allez entendre parler dans pas longtemps. Donc nous sommes mi-avril, il reste 15 jours, on verra. Généralement il y a une petite baisse, au moins un démarrage un petit retournement, une petite baisse fin avril, début mai. Mais quand le marché est haussier, parfois le sell in May il dure 3 jours, donc faut faire attention à ça. Et puis on va regarder le marché américain, on va aller se regarder maintenant le Nasdaq. Voilà, alors le Nasdaq, le voici le Nasdaq. Que je vous fasse voir. Donc je vous avais dit que j'avais pour objectif 13 760. Donc là on est fermé. Hein. Hier ça fait plus 2. On est à 13 100. Il reste 600 points à aller chercher. Il reste 5%. C'est fort possible qu'on y aille vu les conditions actuelles et la baisse de l'inflation qu'on a aux États-Unis qui va provoquer normalement encore une accélération. C'était mon scénario. Il est en train de se mettre en place. Donc je dirais que pour l'instant sur les indices, tout est bullish, hein, tout le monde monte. Donc on doit être acheteur sur des marchés comme ça. Et il faut surtout pas shorter déjà. Et puis deuxièmement, il faut être acheteur. Hein. Après il faut choisir ses secteurs, il faut choisir ses entreprises. Et ma foi, je vous invite à écouter la suite, puisqu'on va essayer d'éplucher des valeurs. Alors je vous le dis quand même, j'ai lu tous vos commentaires, hein, vous avez vu, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à en mettre d'autres, ça m'intéresse d'avoir le retour, parce que je sais pas, je commence, hein, donc évidemment je ne sais pas comment vous réagissez. L'important que de tout ça, c'est que ce soit fait avec bienveillance, hein, moi les insultes et tout ça, je bloque, hein. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous ressentez ce que je dis. Et le premier ressenti que j'ai eu là, et je l'ai entendu, hein, je l'ai bien lu, c'est vous trouvez que je suis assez tranchant dans mes choix, dans mes propos. À vrai dire, il faut l'être. Il faut décider. Et dans le monde actuel, où hors la bourse, hein, à côté de la bourse, on est dans un monde de concessions, de compromis, etc. Ici, il n'y a pas de compromis. La bourse, c'est j'y vais pas. Donc à partir de ce moment-là, quand on a des milliers et des milliers de valeurs qui existent sur la côte parisienne, et puis alors des centaines plutôt, des milliers pas encore, enfin je préfère pas parler de certaines valeurs qui sont au marché libre, mais des milliers sur l'Europe, hein, qui sont éligibles PEA. Rien que ça, déjà, ça doit vous faire vous poser la question si pourquoi je dis celle-là non j'y vais pas, celle-là j'y vais pas, et puis c'est mon avis. Vous pouvez parfaitement apprécier une valeur que moi j'apprécie pas. Moi je vous donne mon avis, je vous donne mon ressenti, et je vais être tranchant quand je vous dis barrez-vous, n'y allez pas. Donc j'ai vu que les gens avaient dit que c'était tranchant, mais qu'ils appréciaient la chose, donc ce sera mon style, et je compte pas changer. Et même si je suis à contre-courant de ce que certaines personnes disent, écoutez, je suis désolé, mais j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait des gens qui adoraient Thermador, et moi je vous ai dit j'aimais pas.
ben, je vous invite à aller voir la bougie. Bah, d'ailleurs, on va commencer par le graphe de Thermador pour vous faire voir que bah, des fois j'ai un peu raison et il faut faire attention. Faut faire attention, c'est pas parce que ça monte que ça peut continuer à monter. Des fois, il y a des raisons qui font que bah, vous êtes au sommet et ils sont un peu à l'Himalaya et puis ils n'ont pas de bouteille d'oxygène, donc bah, ça redescend. Voilà. On va attaquer, si vous voulez bien, juste après les actions et je commence par Thermador juste histoire de vous faire voir que bah, la semaine dernière j'avais un peu bien vu les choses. Allez, c'est parti. Alors, je reviens sur Thermador et donc je vous avais dit qu'il y avait une oblique super intéressante à long terme ici en vert. Et nous étions la semaine dernière un peu plus haut que nous sommes actuellement. Je vais vous faire voir, là on est en mensuel, et je vais vous faire voir en hebdomadaire, puisque c'était il y a une semaine, nous nous trouvions à ce niveau-là. Alors j'ai pris l'habitude maintenant de mettre des petits emojis pour me rappeler moi-même de ce que je vous ai dit. Et voilà la semaine, ce qui s'est passé. Ça a ouvert à 100 et nous sommes à 80. Ça vient de perdre de 8-10% en ligne droite. Donc c'est en train de se matérialiser, je dis bien en hebdomadaire. Donc je renouvelle mon idée que ce niveau de prix est intéressant pour Thermador et ça sera peut-être un rebond pour ensuite aller plus bas. Mais je vous ai mis une zone qui me paraît intéressante. Alors elle peut être aussi ici. Voilà, si vous appréciez les petits emojis là que je mets en place, je sais pas, ça me paraît sympa de mettre ça. Puis moi, je vais m'en rappeler aussi dans le futur, comme vous me rappellerez, au bon souvenir de ça. Mais voilà, pour moi, Thermador, je le sens pas, et ça s'est vérifié cette semaine. Voilà, on va attaquer vos valeurs et on va attaquer par celle d'Alexandre. Je te remercie. Alors, juste un truc, il y a des gens qui m'en ont mis 4, 5, 6. Alors, quand j'en ai beaucoup, bah, je prends les 2 premières. Donc, si vous voulez que les 3, 4e, 5e soient revus, vous me remettez un commentaire en dessous et je vous le ferai la session suivante. Parce que pour que la vidéo soit pas trop longue, je préfère, entre guillemets, limiter la quantité, donc là on en a 14 et je pense que ça sera déjà très sympa avec ces valeurs là, mais n'hésitez pas à me les remettre. Je regarde que la vidéo sur YouTube pour les nouvelles valeurs que vous me mettez. Sur les autres réseaux, je vous renvoie sur le YouTube, je concentre tout sur YouTube, donc vous mettez tout sur YouTube s'il vous plaît, sinon je vais galérer de partout. Voilà. Allez, on attaque. Alexandre, bio-UV. Ah, bio-UV. Quelle déception, bio-UV. Quelle déception. Mais on va voir le titre tout de suite. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Alors, on va se mettre en mensuel d'abord. En mensuel. Alors bio-UV, c'est une introduction assez jeune, 2018. Ça avait cassé ici et fortement accéléré. Alors là, je vous le dis, j'étais dedans. Ça, je m'en rappelle très bien, j'avais adoré ce qu'il faisait, etc. Puis après, on a senti une période vraiment d'incertitude. Et finalement, les chiffres sont pas là. On a une lente baisse depuis maintenant 2020, donc depuis 1, 2, 3 années. Ces derniers jours, ça s'est un peu aggravé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs objectifs, tout simplement. Alors, je vous ai tracé des petites choses. Le graphe est un peu compliqué. On a eu une réaction pile poil sur une zone que je vous ai marquée. C'est peut-être hier que ça s'est passé. Donc, à la limite, on peut virer cette petite résistance. Et celle-ci aussi, elles n'ont plus raison d'être. C'est plutôt ça qui est pertinent. Donc, sans trop se fatiguer, regardez là, si on zoome rapidement, on voit que les bougies ici qui baissent sont des bougies avec volume, donc c'est mauvais. Tout simplement, c'est mauvais, ils tiennent pas leurs objectifs. Alors j'aime bien ce qu'ils font, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais il n'y a pas que d'aimer ce qu'ils font. S'ils n'ont pas de clients, c'est que je me suis trompé sur leur potentialité commerciale, et visiblement, bio-UV, c'est compliqué. Je croyais dans ce dossier-là, et puis il s'avère que j'ai eu tort. Donc voilà, je te remercie Alexandre de me l'avoir reproposé, parce que je vais pas vous dire que vous avez tous tort et j'ai raison. Non, effectivement, moi j'y croyais à ce dossier-là, et puis je dois avouer que c'est reporté à plus tard. Il va falloir qu'il nous prouve des choses. Alors vous allez me dire, où est-ce que je suis acheteur? Bon, moi je dirais que même ici, je suis pas fan du tout. Où est-ce qu'on va être acheteur dans cette histoire? Eh bien moi je dirais que ce serait plutôt en cassant cette oblique qui est maintenant longue et ancienne. Je vais vous remettre en mensuel. Vous voyez, elle est assez intéressante, voilà. Mais il va falloir la travailler, ça va durer du temps, donc il faut, voilà, pour les traders, comme je dis souvent, pour les traders, vous allez
vous allez naviguer entre deux eaux, mais pour les investisseurs, il n'y a pas d'intérêt, aujourd'hui. Le seul truc qui peut se passer éventuellement, mais j'y crois pas trop, et en tout cas, c'est pas pour ça que ça rebondirait, ce serait effectivement de bien travailler ici, mais voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce qui se passe sur le dossier. Voilà Alexandre pour ta première valeur. La deuxième valeur, on va passer très vite. Mon pauvre, mais pourquoi tu me parles de ça? Largo. Largo, comme son nom l'indique, il faut larguer. Un jeu de mots à 3 balles, mais en même temps qui, voilà, enfin, introduction en bourse à son sommet historique, et ça n'a jamais trouvé d'acheteur. 13 €, alors ça divisé par 10, hein. Je vais aller regarder vite fait si tu veux les fondamentaux, mais je devine déjà la réponse. Oui, voilà. T'as rien à espérer là-dessus. T'as rien à espérer et il commence à plus y avoir d'argent dans la caisse. Voilà, donc c'était un beau projet. Enfin, Largo, pour savoir, les gens qui connaissent pas Largo, c'était l'idée de faire du recyclage. Je crois que c'est téléphone, hein, notamment, mais je vais vérifier vite fait. Mais voilà, c'était de faire de la vente de produits reconditionnés. Non, il n'y avait pas que les téléphones, il y avait les tablettes et les ordinateurs. Enfin, ouais, tout l'informatique. Ça marche pas, enfin puis ça gagne pas d'argent. C'est joli, c'est beau le recyclage, etc. Mais ça gagne pas. Et tous les business models qui sont basés sur ça sont pas très efficaces sur le sujet. Et même s'il y a des chiffres d'affaires en hausse, ils n'arrivent pas à sortir à un équilibre financier. Donc désolé, mais vraiment faut pas s'intéresser à des dossiers comme ça. Voilà. Désolé pour toi, Alexandre, sur le sujet de dossiers qui nous posent bien des soucis, bien des tracas. On va enchaîner avec Paul Dou. Alors, Paul Dou, c'était un message un peu moins clair. Enfin, pas clair dans le sens où je savais pas si tu voulais que je parle de ces valeurs, mais je vais en parler parce que finalement, tu as raison, c'est intéressant d'en parler. C'est un cas d'école. Le premier dossier. Alors, tu m'as dit 2 dossiers. Tu m'as dit Orpea et Corian. Donc Orpea et Corian font la même chose. Voilà. Donc Orpea, c'est le drame. Alors on va se mettre en mensuel, comme ça on va être très clair. Nous naviguions pendant des années autour de 80 à 120, et suite au scandale qu'il y a eu, j'espère que vous êtes au courant, sur les EHPAD, sur les maisons de retraite françaises, hein, pour les étrangers, vous allez l'apprendre. Il y a eu un effondrement de Orpea, c'est eux qui ont été accusés. Et il y a un déséquilibre financier très fort qui s'est mis en place sur Orpea, qui fait que aujourd'hui Orpea, c'est grave. Le dossier est à la cave. Il y a une grande partie qui a été rachetée par la Caisse des dépôts et consignations. En gros, c'est nationalisation du dossier. Ça rebondira peut-être, mais voilà, le dossier est mort. Le dossier est mort. On me dit, alors ça a été extraordinaire. Oui, alors ici. J'ai vu plein de gens dire « Oui, mais il y a de l'immobilier, blablabli, blablabla. » Bah oui, regardez l'immobilier. Voilà. C'était à 40 €, on est à 2. Donc voilà, les acheteurs de choses comme ça, j'arrive pas à comprendre. Donc je te remercie de me l'avoir souligné. Ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Vous avez des vidéos sur l'indice MDR. L'indice MDR, c'est les daubes, les pires dossiers de la cote française. Et j'ai justement dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir, vous allez dans l'onglet, vous avez vu, hein, vous allez dans les playlists et vous allez dans les parties les indices de Ricardo, vous allez voir, vous allez regarder la vidéo, vous allez voir ce que j'en pense, parce que je parle d'Orpea dans ces valeurs-là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il me propose, Paul Douce, c'est que il me dit, je sais plus comment tu me l'as dit, mais c'était intéressant de me dire, ouais, c'est même cas, même conséquence. J'ai envie de dire oui un petit peu. On va aller regarder le cas de Corian. Voilà, Corian, pareil, sur du mensuel, hein, je vais même pas en hebdomadaire, ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'a subi Corian? Il a subi les contre-coups de ce que Orpea est. Alors vous allez me dire, oui, mais eux, ils ont rien fait de mal, pourquoi eux subissent? Tout simplement parce que les conséquences, les investisseurs disent,
Si Orpea pose autant de problèmes, les conséquences sur Corian, déjà, ça peut leur retomber dessus parce qu'il y a un autre journaliste qui enquête sur Corian, et puis ils sont pas au fait de tout, hein, les dirigeants, etc., et surtout pas les investisseurs. À partir de ce moment-là, il y a un doute sur le secteur, et tout part à la cave. Celle qui baisse le moins, d'ailleurs, je vous le dis, c'est Helena Santé. C'est pas pour ça qu'il faut rentrer dedans, parce que vous avez un gros risque. Et la notion de risque, c'est ce qui est important en bourse. Si vous êtes en risque, bah faut pas y aller. Et sur le dossier Corian, donc on subit une baisse qui est moins violente, hein, puisque Orpea a quasiment tout perdu, alors que là vous êtes entre guillemets, j'ai mesuré la quantité, mais depuis le décrochage, on est à moins 76%, alors que sur Orpea on est à moins 99%. À vrai dire, il faut pas non plus aller sur des dossiers comme ça parce que vous avez les conséquences. Et les investisseurs, au-delà de j'ai plus confiance dans le secteur, il y a aussi le caractère ESG. Voilà, il y avait des. Alors le ESG, c'est je sais même plus comment c'est l'ISR ESG. Enfin, en gros, c'est on achète des boîtes qui sont bien, qui sont mignonnes, qui sont jolies, et on trouvait que la retraite c'était quelque chose de bien. Et voilà, mais la maltraitance des anciens, ça par contre, c'est pas du tout ESG. Et à partir de ce moment-là, vous avez des fonds qui ont des notations ESG sur pas mal de valeurs, et tout le secteur s'est fait dégrader. Et donc du coup, ils sont obligés de sortir leurs valeurs parce qu'elles sont plus adaptées à la thématique de leurs fonds, voire aussi des ETF. À partir de ce moment-là, vous avez un phénomène de balayage de tout le secteur qui se fait dégager. Ça, c'est la première chose. Donc les paniers, hein, que ce soit dans des fonds gérés par des gérants ou dans des ETF, vous retrouvez avec tout un secteur qui se fait balayer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir sur ce genre de cas-là, c'est que qu'est-ce qui va se passer au niveau d'Orpea pour qu'il n'y ait plus ça? Parce que, bah, évidemment, l'État vient de mettre son nez dedans, à travers la Caisse des dépôts et consignations. Bah, ils vont faire de la réglementation. Et ils vont interdire ceci, obliger cela, etc. Et ça coûtera de l'argent. À partir de ce moment-là, il y a aussi un phénomène de peur de la rentabilité future de ces entreprises-là. Et si vous avez une rentabilité future qui est douteuse, pas bonne, bah, ils vendent. Donc peut-être que Corian gagne bien sa vie, mais peut-être qu'il y aura des lois qui vont faire que, bah, et non, trop tard, vous allez vous faire avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans un secteur, il faut parfois quitter tout le secteur, parce que, bah, de toute façon, vous allez vous faire découper. Voilà, alors merci Paul Dou pour ça, c'était une bonne idée, ça fait un peu de pédagogie, c'est très sympa. On va se la garder celle-là, et puis je te remercie, puis bah, n'hésite pas à me refaire un commentaire, à me proposer d'autres cas comme ça, mais dis-moi si tu veux vraiment que j'étudie des choses, voilà. On attaque ensuite avec Hervé. Hervé, il m'a parlé de Naga Group. Ah, bah, dossier intéressant, et je vais en reparler semaine prochaine, puisque je fais une émission avec Denis sur Pupitor, sur les pépites, et puis je crois que j'en ferai une aussi sur la chaîne ici, pour spécifiquement à la chaîne. Naga Group, c'est en Allemagne. Alors, on est en mensuel aussi sur Naga Group, et donc moi j'étais fan. J'étais fan du dossier. Le problème, c'est que notre ami Naga Group était possédé par un groupe chinois pendant à peu près à 49%, c'est pas à peu près, c'est à 49%, et il se trouve qu'ils ont tout vendu. C'était le groupe Fosun. Franchement, j'avais grosse confiance dans Fosun parce que c'est vraiment une boîte de technologie chinoise qui est vraiment super intéressante, et Fosun a quitté le navire. Il a quitté le navire parce que je pense qu'il voulait prendre une part majoritaire dans Naga Group, et que les Allemands refusent que les entreprises chinoises prennent une majorité dans le capital des entreprises allemandes. Et comme Naga Group est allemande, et ben voilà, nous nous retrouvons dans la situation que nous voyons dans la descente que nous voyons ici, que je vais zoomer, voilà, ici. À partir de ce moment-là, on a eu, alors là c'est l'orage parfait. Même si au niveau macroéconomique, je vous dis, on est peut-être dans l'alignement des planètes, l'inverse, c'est l'orage parfait. Et nous avons connu quoi? Une baisse due à la hausse des taux d'intérêt. Naga Group s'était lancé dans la crypto-monnaie de proposer. Alors c'est un broker qui fait de l'indiciel, etc. Un peu une sorte de eToro, et qui s'était lancé juste au mois de janvier de 2022, avait lancé un produit qui s'appelle Nagax, et qui était vraiment très très intéressant, sauf que c'était sur les crypto-monnaies, et les crypto-monnaies se sont trouvées à descendre. Donc on a un dossier, et j'ai fait une autre vidéo, comme quoi, merci, vous parlez de toutes mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur mettre de la crypto-monnaie dans son PEA, et nous avons Naga Group qui est vraiment très corrélé à la crypto-monnaie. Donc bah, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Je vous cache pas que je suis ultra déçu de ce qui s'est passé sur Naga Group, mais ça arrive en bourse, il faut le savoir. C'est pour ça que tout ce que je dis, bah, il faut se modérer, puis il faut se faire des scénarios, puis il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi un dossier se met à baisser. Je pourrais pas parler de tous les dossiers tout le temps sans arrêt. Voilà. Donc
Nagar Group, aujourd'hui, bah, ça a fortement baissé, on n'achète pas ça. Il y a eu un rebond technique, moi j'ai profité, et on va aller en hebdomadaire pour le regarder, qui était ici, qui se passait ici, et ma foi, ça, c'est vrai que bon, c'est sûr que si vous achetez, j'ai des élèves qui ont acheté à 1 euro, 1,16 €, et puis qui, je sais pas s'ils sont encore dedans, mais bon voilà, ça fait plus que x2. Bon, c'est super, mais le dossier, il va falloir qu'il prouve qu'il se régénère. Alors, ils cherchent des partenariats, ils en ont pas trouvé pour pouvoir continuer leur activité. Mais l'entreprise perd de l'argent et son développement est totalement stoppé. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas retrouver un mouvement positif haussier long terme sur ce titre. Regardez bien, si je peux me permettre, les volumes toujours sont très expressifs. Il y a beaucoup de volume à la baisse, et puis quand ça rebondit ici, bah, on voit bien qu'ils sont beaucoup moins importants, les volumes. Voilà, ils sont beaucoup moins importants ici. Donc à partir du moment où vous voyez ça, faut pas vous attendre à des miracles. Il se trouve que 2,80 devient une résistance intéressante, puisque bah voilà, elle a été marquée comme ça. Mais vous voyez, il y a beaucoup de rouge dans le graphe, donc c'est pas la peine d'insister sur le sujet. Alors ici, c'est un point d'entrée intéressant pour un trader court terme, revendre ici, voire repartir là. Mais ici, c'est plus intéressant. Mais je vous le dis, fondamentalement, bah, le dossier, j'étais très déçu, mais je vois pas de bonnes nouvelles apparaître, en tout cas dans les semaines qui viennent sur le sujet. Voilà. Donc désolé pour Nagar Group, comme quoi il faut bien vous faire des scénarios et avoir des plans d'invalidation techniques. C'est tout l'objet de cette émission. Alors, merci Hervé pour m'avoir rappelé ça, mais il y aura des émissions qui vont venir sur le sujet, sur les pépites, et j'en mettrai d'autres d'ailleurs dans l'indice PTDR. Voilà. On enchaîne avec chaîne FW, donc je vous remercie de mettre des prénoms, ça m'arrangerait. Reworld Media, ça m'intéresse, Reworld Media, ça c'est une belle valeur, belle entreprise. Reworld Media. Alors Reworld Media, voici le graphe, on va se mettre en mensuel si vous voulez bien. Et voilà, ma foi, encore une belle oblique comme je les aime bien, qui traverse le cours et qui a été pertinente à plusieurs reprises, on la voit ici. Voilà. D'accord. Et puis il y a peut-être un support qui a été travaillé à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle la Green Line Breakout, qui a été cassé violemment, on est revenu dessus, donc on est en mensuel, vous voyez, c'est des mouvements longs, et on est reparti à la hausse très fortement. Que je vous donne un ordre d'idée, le plus bas ici était autour de 7 centimes, et on est à 7 euros. Alors, évidemment, on nous explique que c'est la valeur qui a le plus monté en France sur les dernières années. Sur 10 ans, bah oui, sur 10 ans, mais c'est le hasard, parce que c'était ici le prix il y a 10 ans, et c'est maintenant ici, donc voilà, mais c'est pas la vérité, parce que je pense pas qu'il y ait eu grand monde qui s'intéressait à ce titre-là. Regardez comment ça se passait, il était même pas coté en continu, donc voilà, je pense qu'on a commencé à s'intéresser. Moi je sais qu'il y a des gars sur Twitter qui s'intéressaient au titre par ici. Ma foi, eux ils ont quand même fait x7, c'est quand même très très bon. Alors la situation de Reworld Media. Alors elle est assez simple, je dirais que bon, le dossier est haussier, on le voit bien, on va se mettre en hebdomadaire, vous avez bien enregistré ça. La situation de Reworld Media au niveau fondamental, pour moi, c'est une des plus belles valeurs françaises. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez ce que j'en pense. Je suis tranché, encore une fois. Maintenant, graphiquement, on se repose un petit peu depuis un an et demi. Bon, les marchés n'ont pas été très sympas avec je dirais, avec les actions et les small. C'est une petite valeur. Donc on peut encore poireauter entre guillemets dans ce coin-là pendant un certain temps. Donc j'agrandis un petit peu pour vous regarder bien. On a un triangle qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas très propre ici. Bon, je pense qu'il est bon quand même parce que on n'a jamais clôturé au-dessus, donc ça me paraît être la bonne oblique. Et on a cette zone de support. Donc je dirais, je vais vous mettre des petits bonhommes, histoire d'être clair. Je suis pas positif dans un premier temps ici. Je vais pas le marquer. Je vais être positif si on revient dans la zone par là et si on casse. Voilà. Donc je peux pas être négatif sur ce dossier-là, à vrai dire, je peux pas vous dire je suis négatif là, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça serait bien qu'ils reviennent par ici, qu'ils travaillent, mais le scénario le meilleur, c'est qu'ils remontent et qu'ils longent cette oblique, qu'ils la travaillent et qu'ils la cassent.
à un moment intelligent. Et vous voyez, si c'était ici, ce serait en septembre, peut-être pour la saison d'automne, hein, voilà, mais les chiffres sont très bons. Il faut qu'il les respecte, hein, donc il faut suivre les news. Mais Reworld, ouais. Reworld, il est judicieux de dire que faut acheter les points bas. Où seront-ils? S'il y a un krach boursier, évidemment, voilà, mais enfin, vous avez remarqué que quand on regarde les indices, c'est pas le cas. Voilà, viendra son heure. Sauf si, évidemment, les news sont changeantes sur Reworld. Mais pour l'instant, voilà, je suis moi, je suis plutôt positif sur le dossier. Je suis même très positif. Un des dossiers français qui me semble être intéressant à suivre, et ça fait longtemps qu'on le suit. Et vous voyez, sur l'espace-temps, ça va faire 2 ans qu'on n'obtient rien. C'est-à-dire que les acheteurs ne gagnent rien. Et pourtant, l'investisseur va être positif. Voilà. Voilà pour Reworld Media. J'enchaîne sur notre deuxième dossier où je suis un peu différent, une position un peu différente, c'est CrossJect. Alors CrossJect, on a un événement qui s'est passé en juin 2022 où il y a eu un changement de dimension selon le propos tenu. C'est pas un changement de dimension pour moi. On était autour allez, on va dire de 2 euros, et on est passé à 3, 4, on est monté à 5, et puis maintenant, on tergiverse. Avec des trous de cotation assez réguliers, et oui, nous sommes dans le médical. Alors, ce n'est pas une biotech, c'est une medtech. Donc, ils ont mis en place un système d'aiguilles intraveineuses. Alors, je suis pas très fort dans le monde médical, mais j'ai bien compris l'intérêt de ce qu'ils font. Et vous pourriez vous dire que voilà, le dossier, il est canon, il est super. C'est toujours un pari. Ça reste un pari, donc ça reste dangereux, puisque c'est le Zeneo, le produit qu'il propose. Et ils ont cette news qui a été vraiment très impactante sur le cours, hein, et qui fait que ça n'a jamais été renié, hein, le gap n'a pas été bouché. Hein, vous voyez, il y a toujours le trou ici. Fait que CrossJect aujourd'hui... la mariée est belle, ouais, elle est belle, mais je vais vous raconter un truc qui va peut-être vous refroidir. Ils vont faire une commande, enfin la boîte qui a passé l'accord, s'appelle la Barda, je crois, de 60 millions de dollars, etc. Bon, super, très bien, nickel, c'est génial, c'est énorme, vu que CrossJect, voilà, cherche à vendre son produit, mais avec une condition. C'est que ce soit validé par la FDA, la Food and Drug Administration, et Dieu sait que la FDA valide rarement les produits au premier essai, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de rejets. Le problème, c'est que le jour où ça arrivera, c'est un ticket de loto. C'est un ticket de loto, donc voilà, vous pouvez acheter, mais c'est du loto. Et le loto, vous savez très bien ce que ça veut dire. Le loto, il y a un gagnant et il y a beaucoup de perdants. Et pour moi, c'est pas de la bourse. Voilà, tout simplement. Alors on peut regarder, si vous voulez, un peu plus graphiquement les choses sur du mensuel, sur du long terme. On voit que CrossJect a un projet intéressant, parce qu'ils ont ouvert, ils ont été introduits en bourse ici à 3 euros. C'est monté très fort, donc tout le monde y croyait à 13. Il y a des gens qui ont acheté à 13, hein, si c'est monté là. Hein. Il y a des gens acheteurs à 13. On est quand même tombé à 1. On est monté à 5, on est à 4, ça peut revenir ici à 1,70, ce serait pas mal si vous y croyez. Personnellement, c'est des dossiers que je ne traite plus, que je ne m'intéresse plus, parce que quand j'ai commencé à gagner, c'est le jour où j'ai arrêté de croire dans les miracles de la médecine française. Voilà, je suis désolé. Mais j'y crois plus à la France au niveau médical, et je crois surtout pas à la bonhomie de la FDA vis-à-vis des produits proposés qui viennent de l'étranger. Les États-Unis sont certainement le pays le plus bloquant sur ça à tous les niveaux. Donc voilà, la FDA, c'est surtout pour interdire des produits, je vous le dis quand même. Voilà, et ça arrive très 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 souvent. Voilà. Donc je suis désolé. Monsieur Chen FW, je vais pas, je peux, enfin voilà, moi j'aime pas du tout. Il faut pas aller, les nouveaux, faut pas aller là-dedans. C'est justement, vous voyez, hein, alors ça a bien monté, etc. Mais c'est pas ça qu'il c'est pas ça qu'il faut regarder. Désolé. Alors sinon tu m'as mis d'autres valeurs très sympas, hein, mais j'en mets que 2 parce que sinon ça va être trop long. Guillaume, tu m'as parlé de dossiers, tu m'as parlé du premier qui s'appelle LDC. Alors LDC, je te mets un graphe pour te faire plaisir.
Voilà, donc je vais te dire pourquoi je te fais plaisir, parce que à vrai dire, je ne peux pas parler de ce dossier. Alors c'est pas que je connais un insider, mais LDC, c'est carrément, je connais je connais la famille fondatrice, et j'ai même été intime avant un divorce, pour tout vous dire. J'ai même été intime puisque ma fille a fait ses premiers pas devant la piscine d'un des frères du fondateur. Donc je connais très très bien la famille LDC, parce que LDC c'est le siège est à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, et je suis originaire de là-bas. Enfin, j'ai passé toute mon enfance là-bas, donc je connais très 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 bien. Alors je connais vraiment intimement ces gens-là. Alors je vais pas faire d'analyse pour la simple et bonne raison, je vous laisse juste le graphe, le regarder. Bah parce que j'ai un biais positif amical, j'ai des sentiments positifs pour ces gens-là, et j'ai pas le droit de vous faire ça. J'ai pas le droit de vous faire ça. Donc c'est le numéro un pour vous décrire qui ils sont. C'est le numéro un du poulet. Hein. C'est la marque Le Gaulois notamment. Ils abattent les poulets de Loué aussi. Enfin, ils ont un accord avec la ville de Loué, parce que Loué c'est juste à côté de Sablé-sur-Sarthe. Voilà. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Je connais très bien. Je connais très bien, mais je peux pas vous donner de jugement sur une valeur sur lequel voilà, j'apprécie les gens, même si je les vois plus aujourd'hui. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, je connais depuis mon enfance. Donc voilà, ça peut pas des copains d'enfance, c'est pas possible. Voilà, très bien. Désolé, mais vous avez le graphe. Voilà, vous avez le vert, vous avez le rouge, vous avez compris comment ça marche. Je vous laisse prendre note. On va enchaîner sur l'autre dossier que tu m'as proposé, c'est Interpump, un dossier que je ne connaissais pas. Eh bien, c'est très bien. On va aller le voir tout de suite. Alors, regardons ce dossier de plus près. C'est un dossier italien, pour ceux qui ne savent pas. Ils font des pompes. Voilà, c'est des gens qui font des systèmes de pompage. Donc, c'est de l'industrie. Et nous avons un dossier. Alors là, nous sommes en mensuel. Bah, c'est un beau dossier. Hein. Nous étions à 6. On est monté à 67, donc x 10. Entre, on va dire, 2013 et 2023, donc en 10 ans. Ouais, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte. Alors quand je dis belle boîte, c'est parce que ils ont l'air de faire un beau métier, dont ils maîtrisent bien, ils ont l'air de se connaître. Les Italiens sont très forts en industriel. Hein. C'est une place boursière où l'industrie porte beaucoup. Graphiquement, on a cette oblique long terme ici qui est très intéressante. On voit bien qu'il y a eu, elle a subi un peu la chute des cours de bourse de 2022. C'est peut-être une exagération ici. Sincèrement, je pense que c'en est une, parce que j'ai un peu regardé ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire une acquisition plus ou moins là, qui a l'air de se passer correctement selon ce qu'ils disent. Moi, je suis toujours méfiant des gens qui achètent des boîtes, comment ils absorbent la boîte, et ça peut provoquer des problèmes. C'est un peu une expérience de vie, hein, parce que j'ai fait du sauvetage d'entreprise et j'ai fait de la fusion de sociétés. Je peux vous jurer que les gens, quand ils ont pas envie de travailler les uns avec les autres, je peux vous jurer que c'est compliqué, même pour le dirigeant. Et voilà, on a une situation, on a des supports intéressants long terme ici. On peut regarder en hebdomadaire un petit peu plus précisément les choses. J'ai tracé avec des pointillés, donc je suis pas sûr qu'elle soit efficace, mais on va la noter, on va la garder, on va voir ce que ça donne. Je dirais que bon, c'est une action qui est globalement haussière, hein, qu'on soit d'accord. Je suis pas convaincu qu'elle monte fort et vite. Voilà. Donc comme monter fort et vite, c'est quand même ce qu'on préfère. Voilà, franchement c'est une super boîte, donc j'ai pas de souci. Par contre, on voit bien qu'il y a eu un refus ici avec la bougie qui est là avec un peu plus de volume. Bon, où est-ce qu'elle va aller? Ça va dépendre de pas mal de choses, ses chiffres, etc. Elle est un peu au milieu de rien. T'as des supports que je te propose ici qui peuvent être intéressants. Mais en tout cas, merci de m'avoir filé à étudier une italienne. Les Italiens sont méprisés par les gens, et notamment en France. Les gens ne regardent pas la cote italienne, mais la cote italienne, c'est une cote. La cotation à Milan est vraiment intéressante sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de valeurs. Il y a pas beaucoup de belles entreprises italiennes, même si le pays va mal. Par contre, je peux vous certifier qu'il y a des entreprises flamboyantes là-bas. Ouais, donc tu vois, hein, l'idéal, ce serait que ça revienne par ici, là. Voilà, à terme, voire ici. Ou alors que ça travaille et que ça casse et que ça passe par-dessus. Voilà. Donc je peux pas mettre de petits bonhommes rouges. Je suis plutôt positif sur ce dossier-là. Mais alors j'ai regardé aussi sa valo, il est un peu cher. Il est un peu cher, donc alors dire quand c'est un peu cher, ça veut dire que c'est compliqué de le faire monter plus haut, parce que ça voudrait dire qu'on le ferait monter très cher. Et pour le faire monter très cher, il faut vraiment qu'il y ait une grosse dynamique dans la boîte.
Bon, ça reste des pompes, hein. C'est pas de l'intelligence artificielle ou je ne sais trop quel truc, hein. Donc, faut rester modéré. Voilà, faut rester modéré. Mais voilà, sur 30, on est à 48, mais sur 30 là, c'est pour quelqu'un qui est intéressé, ça pourrait être sympa. Voilà. Interpump, mais je te remercie et puis n'hésite pas à me donner d'autres dossiers étrangers. Florent, tu m'as mis... Ah, Florent, oui, c'était toi qui avais un nom difficile à prononcer. Je te remercie de m'avoir mis un prénom. Mets-le moi à chaque fois, hein, je me rappellerai pas de tous vos prénoms. Tu m'as demandé Bastide le Confort. On repart dans le médical français. Bastide, on va se mettre en mensuel tout de suite pour voir un peu sur long terme. Donc Bastide, c'est une belle boîte, hein. Ah bah tiens, je fais un petit coucou à Maëlys, une des toutes premières personnes avec qui j'ai discuté trading il y a quelques années, qui m'a donné envie de fermer les gens parce qu'elle trouvait que j'étais assez pédagogue, ma foi. Donc du coup, c'est pour ça que je fais des formations aujourd'hui. Voilà, donc bah, vous avez les supports, je dirais, long terme sur Bastide. Bastide subit dans le monde médical, je dirais, de la même manière que je dirais les gens qui font des médicaments, bah, ils subissent la baisse je dirais le contre-coup du Covid, de la disparition du Covid. On va pas s'en plaindre de la disparition du Covid, mais évidemment il y a des secteurs qui en pâtissent, et notamment tout le secteur médical. Alors Bastide, pour que vous le sachiez, c'est plutôt des gens qui font du service et qui apportent notamment du matériel aux gens qui en ont besoin dans le monde médical. Donc voilà, Bastide le Confort, comme son nom l'indique. Ceci étant dit, fondamentalement, c'est pas juste. C'est pas juste de la valoriser autour de 30 euros, ça commence à être pas cher. Voilà. Donc c'est peut-être intéressant de voir comment ça va réagir sur ce niveau-là. Alors ça peut le casser, ça peut aller plus bas, mais il faudrait que ça reprenne une tendance, que ça nous prouve que ça veut se retourner. Pour l'instant, je dirais que le marché oublie ce dossier. Je trouve que c'est à tort. Voilà. On va regarder de nouveau en hebdomadaire. Voilà, je t'ai mis, Florent, je t'ai mis une zone à aller affronter. Le graphe est pas beau, hein. Le graphe est pas beau. On voit bien, si j'agrandis, on voit bien là le rebond, les bougies rouges avec pas mal de volume. Le marché croit pas dans ce qu'ils annoncent. Pourtant, ils annoncent des belles perspectives. Le marché croit pas. Donc à voir comment ça réagit. Hein, j'espère pour toi, si t'es acheteur, que ça travaille ici, puis que ça reparte. Je veux dire, tant qu'on est en dessous de cette oblique là, faut peut-être pas trop y aller. S'il y a un stress de marché, ça peut continuer et revenir sur un point bas, mais les points bas sont les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Comme disait Do, bah c'est baissier. Voilà, c'est baissier, mais sur très longue période, on est en range. Voilà, on est en range, et le range est là. Donc, faut vraiment que ça tienne là. Sinon, bah, ça continue, mais franchement, je vois pas pourquoi ça le ferait. Voilà, on est en distorsion là. Hein, je te dis, le graphe est pas beau, et fondamentalement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est un dossier plutôt intéressant. Voilà, et voilà, ça va se jauger dans les semaines qui viennent. Là. On va savoir dans les semaines qui viennent comment ça se comporte. Allez, on enchaîne sur un dossier sulfureux. Solution 30, je te remercie de me l'avoir soumis celui-ci. Alors, Solution 30, c'est une belle aventure. On va se mettre en mensuel. Et donc voilà, c'est un dossier qui était à 1 euro, il est monté jusqu'à 19, et il a été attaqué par ce qu'on appelle des hedge funds, et ça a fait tous les malheurs de ce dossier-là. 19, on est aujourd'hui autour de 2, voilà, et j'ai envie de te dire, bah, à travers le graphe, tu devines ma réponse. Des nouvelles difficiles. C'est quand même un dossier, un jour, qui était à 10. Le lendemain matin, il a été ouvert à 2. Il est remonté, évidemment, mais celui qui a tenu cette position-là, moi, j'en aurais pas fait partie. Et puis, finalement, il est retombé. À vrai dire, c'est un dossier qui a un business model qui se voue à ne pas être un business model de croissance éternelle, et c'est ce qu'on a cru, et ça a valu extrêmement cher sans regarder vraiment le business model. Et aujourd'hui, Solution 30, bah ils font du business, mais c'est pas, enfin il y a pas de notion aujourd'hui de
de remonter à ces niveaux de prix-là, celui qui est dedans et qui est très haut dedans, c'est un peu perdu. Euh, l'idée, l'idée qu'il faut retenir d'un dossier comme ça, c'est que il faut lire les news. Il faut lire les news. Moi, je le savais. J'ai des élèves qui ont été pris de piège, mais ils n'avaient pas posé de questions. Mais enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. Ils avaient ce dossier-là, ils montaient et ils se sont fait avoir. Donc, l'idée que vous devez avoir, c'est qu'il faut accepter parfois aussi de vous faire piéger. Le business model, c'est quelque chose d'important. Je leur explique, pourtant, ils passent du temps à se former à ça, mais on peut se faire piéger. C'était pas évident. Moi, j'ai eu la chance de pas être dedans, mais ça aurait pu être le cas. Voilà. Donc, solution 30, il est au fond du trou. J'ai regardé quand même fondamentalement s'il y a des choses qui ont évolué, mais je suis pas convaincu. Je suis sûr qu'il est pas cher, mais pas convaincu qu'il remonte. Je te redis ça de suite, je regarde de suite. Ouais, c'est ça. Bon, il est pas cher. Dossier pas cher. Il peut rester pas cher un certain temps. Faudrait qu'il retrouve une certaine dynamique. Il est vraiment pas cher. Il est pas cher, mais je trouve qu'il est pas. Les gens sont échaudés. Les gens auront peur de rentrer dedans. C'est l'archétype même d'un dossier qui peut faire une recovery, puissante. Parce que là, il est à 2,50 €, il monte à 5, voilà. Allez, on va regarder graphiquement et puis s'il y a des alertes, on pourra s'intéresser au dossier. Je vais agrandir ici, on est en hebdomadaire, tu vois, il a été refusé 2 fois ici, on sent que la limite elle est là. Attends, je vais regarder un peu plus loin, elle est un peu plus basse, je vais la préciser un peu, elle est un peu, on va dire ici, je dirais même là. Voilà. Bon bref, c'est dans ce coin-là. Si ça tient et que ça casse, ça se joue. Ça se joue pour remonter. Rester 10 ans dedans, je vois pas, sauf s'il change de business model, je vois pas l'intérêt. Alors je te mets des petites résistances quand même, histoire que tu saches où te retrouver. Ici, si ça passe en dessous, bah ça risque de repartir à la cave. Donc je te mets des petits bonhommes, comme ça tu vas comprendre rapidement. Si ça passe au-dessus, c'est bien. Si ça passe en dessous, eh ben c'est pas bien. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, attends, je mets ici que je me rappelle que je te l'ai dit à peu près à ce moment-là. Voilà, donc je te remercie pour ces 2 titres-là. Et je vais enchaîner. Tu m'as donné d'autres titres, je les verrai plus tard, dans une autre émission. Voilà pour toi. Merci Florian. On va enchaîner avec Picard. Alors j'ai pas donné la suite du pseudo. Donnez-moi des prénoms s'il vous plaît, ça m'évitera de m'écorcher. Et tu me parles de HRS, donc j'ai estimé que tu me parlais de ALHRS, de Hydrogen Refueling Solution, que je trouve tout de suite. Voilà, donc quand vous voyez que j'ai que des petites barres rouges, faut vous poser les bonnes questions. On va se mettre en mensuel. Donc on est dans l'hydrogène. Je vais être très clair sur l'hydrogène. C'est génial, c'est l'avenir, mais ça peut ne jamais sortir. Des technologies futures, il y en a plein qui existent et qui n'ont jamais trouvé leurs clients. Nous avons, dans le cas de hydrogène refueling, vraiment le constat que l'hydrogène, ça ne marche pas. Le marché y croit pas. Le marché y croit. Moi j'y crois, mais parce que moi je pense, on s'en fout. Mais un jour ça viendra. Alors, en hebdomadaire, on a cette oblique qui est très intéressante. On a celle-ci qui l'a été aussi pendant des semaines. On peut même dire des mois. Et elle a été cassée. Violemment, violemment, non, pas violemment. Il y a une baisse violente ici et ça n'a jamais rebondi. Et vous voyez, c'est rouge, 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 rouge. Tout est rouge. Si j'agrandis comme ça, vous voyez que du rouge depuis des semaines. Bon bah tout simplement, j'ai pas besoin d'aller voir voilà, il y avait encore un dernier petit espoir autour de ce prix-là, puis vous voyez, ça a été cassé encore avec du volume. Bon, et très simplement, tout le secteur hydrogène part à la cave. Sauf quelques exceptions, mais elles sont pas du tout en France. Voilà, j'ai mes élèves qui les connaissent, mais technologie qui va peut-être trouver son client un jour, mais pour l'instant elle l'a pas et ça perd de l'argent de partout. J'ai même pas besoin d'aller voir les chiffres. Voilà, je sais qu'hydrogène refueling
un peu plus positive sur ce qui est fait, mais visiblement vous avez le constat que le marché n'y croit pas et qu'il y a de bonnes raisons de penser que ça va aller bas. Alors je dis pas que c'est une future daube de l'indice MDR, mais c'est voilà, faut attendre des jours meilleurs. Si t'es dedans, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tout simplement. Voilà, on va enchaîner avec une dernière personne. Alors mets-moi ton prénom la prochaine fois que tu me mets des sociétés. La dernière personne, c'est Max, et il m'a proposé Nagarro en Allemagne, et il se posait la question si je connaissais. Oui, bien sûr que je connais Nagarro. Et Nagarro, je suis déçu. Depuis peu de temps, j'aimais bien, et je suis déçu. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je vais passer en mensuel. Au niveau mensuel, donc voilà, on a eu une accélération au début de l'aventure boursière de Nagarro. C'est monté très haut, puisqu'on est passé on a commencé à 70, même un peu moins, et on est monté à 200, et puis bah voilà, 2022 a fait son œuvre. Ça, c'était pas gênant. Le rebond était intéressant, et je trouvais que cette valeur avait beaucoup d'intérêt. C'est des gens qui font de l'IT, qui font du conseil, on va dire, pour être simple. Et je suis très inquiet sur le cours de bourse. Alors là, vous diriez, bah, je suis acheteur. Et j'ai envie de vous dire, bah ouais, graphiquement, c'est plus ou moins par là que ça se passe. Le problème, c'est que si vous allez en hebdomadaire, vous allez vite comprendre que je suis modéré, et il y avait des raisons. Cette bougie-là, ici, j'agrandis pour que vous voyez bien, cette bougie ici a été vendue avec du volume, un très fort volume, donc grosse sortie. J'ai pas compris pourquoi. Tous les jours, ça baissait, mais fortement. J'ai pas compris. On est passé quand même quasiment de 130 à 90. On a pris 35% dans la figure en quelques jours, en une semaine. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, bah si ça rebondit, si ça fait une forme graphique intéressante, je suis acheteur parce que j'avais pas de raison. Et finalement, ça reste au fond. Je crois que le dossier, il est mort. Et je sais pas pourquoi, il faudrait que je le creuse, mais alors tu peux avoir un intérêt sur ce niveau de prix là, tu peux en avoir un ici, mais je suis plutôt, je te mets, toi je te le mets là, hein, je suis plutôt négatif, ça me plaît pas du tout. Alors ça peut remonter pour des raisons inverses de ce qui a été fait, mais il y a vraiment des gros qui sont sortis, hein. Tu vois, c'est le plus gros volume, hein. C'est le plus gros volume qu'il y a eu de l'histoire de la valeur. Donc on est en Allemagne, on est à Francfort, et ouais, j'aimais bien, et puis bah voilà, j'ai constaté que le dossier il était peut-être pas si bien que ça. Alors pour ceux qui étaient dedans, ouais, je vous donne juste un truc, c'est que vous aviez un moment où vous pouviez considérer que c'était fallait sortir, au moins alléger. C'est, vous voyez, vous avez une belle oblique qui était respectée, et quand on était dessus, pouf, ça a cassé assez violemment. On va aller en journalier. Voilà, en journalier, vous avez vu, paf, c'est mort, ici. Tac, là, fallait sortir. Là, fallait vraiment sortir. Voilà. Ok. Voilà. Pour Nagarro, donc pas fan, ça me plaît pas. C'est moi que ça concerne, hein. Tu fais ce que tu veux. Et puis la toute dernière de la liste, ça va être une Suédoise. Je te remercie, merci de me mettre des étrangères, très sympa. Alors Investor, on est en Suède. Déjà première chose, j'aime pas ces dossiers-là. Je suis désolé, hein, mais n'hésite pas à m'en donner d'autres. Mais j'aime pas les sociétés holding qui font des investissements. C'est un peu un Bolloré cette histoire. Donc ils ont des participations dans un peu tout, hein. Ils font des pizzas, de la maçonnerie. Un peu tout ce qui existe qui passe, mais par contre ils ont dans leur portefeuille des belles sociétés. S'ils ont dans leur portefeuille des belles sociétés, j'ai envie de dire c'est un fonds de gestion. Donc voilà, moi je travaille pas sur ces dossiers-là, je les aime pas pour un million de raisons. Je préfère avoir directement les actions qu'ils ont dans leur portefeuille. À la limite, ça m'évite d'avoir les frais de structure qu'ils ont, parce que bah évidemment ils se payent au passage. Donc regardez un peu ce qu'ils font, et puis prenez ce qu'ils proposent, et puis mettez-les dans votre portefeuille, ça va plus vite. Bon voilà. Ceci étant dit, c'est une valeur qui est vraiment intéressante, parce que si on se met en mensuel, vous allez voir que c'est magnifique. Ça monte très fort. Donc on peut considérer que c'est une sorte d'indice des valeurs suédoises, scandinaves, qui ma foi est haussier sur une très longue période, puisque ici on était en 2012.
Donc en 20 ans, on est passé de 38 à 217, donc x5, c'est vraiment très honorable. Donc en gros, visiblement, c'est des gens qui travaillent bien, ils font bien leur boulot. Je t'ai tracé une oblique ici, long terme, intéressante, hein, qui, s'il y avait un flash crash sur 140, ça pourrait être super intéressant en termes de valorisation. Mais c'est pas sûr qu'on y aille, parce que j'ai trouvé que cette oblique-là, ici, était intéressante pour peut-être un rebond technique, mais plutôt en hebdomadaire. On le voit mieux ici, voilà, ouais, tu vois, t'as les impacts ici. Ça casse et ça revient clairement dessus, donc ça pourrait revenir et puis inscrire des choses intéressantes au niveau de ce prix-là. Donc tu as plusieurs options. Par contre, il est assez clair, selon moi, que se forme peut-être un couloir baissier, voilà. Donc faut pas oublier une chose, je te l'agrandis pour que tu voilà, je te l'agrandis correctement. Ça suit le marché, hein, globalement. Donc on a le rebond depuis octobre, hein, le fameux 13 octobre, et on est aujourd'hui, on sent qu'on est quand même sur des résistances sur pas mal d'actifs, et on voit bien que nos amis investors sont peut-être en train de nous dire le marché est peut-être un peu cher. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au marché, et ça peut être des indicateurs intéressants, ces valeurs-là. Voilà, donc vraiment dossier intéressant, mais moi je traite pas ces dossiers-là. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Voilà, tu peux aller chercher le 160, et puis si tu pousses un peu plus loin, le grand bonheur, ce serait c'est d'aller là, si évidemment leurs choix sont toujours bons. Voilà, mais j'aime pas ces dossiers-là. Enfin, moi personnellement, je les aime pas. Voilà, c'est pas des choses qui m'intéressent. Alors, je vais vous parler de l'annonce que je vais faire la semaine prochaine, puisque je vais pas faire de vidéo sur l'hebdo parce que je vais pas pouvoir tout faire, mais je vais vous faire une vidéo sur une autre façon de trader qui est du trading un peu plus intense et que beaucoup de gens s'intéressent, mais je me suis remis à ça parce que voilà, je trouve un intérêt à le faire et ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai un taux de performance qui est vraiment très très élevé puisqu'il est de 95% sur mes premiers essais. Vous aurez une vidéo qui va expliquer mon secret. Je vais vous expliquer comment je fais, quels sont les principes qu'il faut appliquer pour pouvoir bien trader dans cette façon-là. Donc ce sera vraiment une vidéo éducative. Et puis comme il faut bien manger, il y a mon sponsor Darwinet qui sera certainement présent et qui viendra présenter un service, ma foi, que je trouve excellent, vraiment pour les nouveaux et même aussi pour les anciens, et dans lequel je vais être un des tout premiers à fonctionner. Donc ce sera la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à la voir. C'est vraiment il y aura plein de choses. On vous expliquera plein de choses sur comment faire du trading sur MetaTrader 5 avec une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses qui me paraît vraiment intéressant. Sincèrement, je vous le dis, hein, si ça m'avait pas plu et si j'avais un doute sur le fonctionnement, sur l'intérêt de ce service, je vous l'aurais pas présenté, mais là franchement c'est génial. Donc voilà, on fera une émission un peu particulière, et puis il y aura certainement aussi une émission sur les pépites la semaine prochaine. Bon, vous en saurez plus, vous me suivez sur les réseaux sociaux, Ricardo Trading sur Twitter, et puis aussi sur Facebook avec voilà, vous me suivez un peu partout, donc n'hésitez pas à me faire des likes sur ce que je vous annonce, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Salut!